Salut à toutes et à tous, bienvenue, c'est La Carte, épisode 5. Aujourd'hui, on va parler du combat qui arrive ce week-end à l'UFC 303. Le fight entre les deux hommes les plus terrifiants de l'UFC actuellement, Jiri Prochazka, qui va essayer de prendre la ceinture, d'Alex Pereira. C'est parti. Et La Carte, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec BetClick, l'appli officielle pour parier sur les combats à l'UFC. Vous le savez, dans La Carte, on a la cage ici qui est installée dans notre studio pour les démonstrations qu'on aura tout à l'heure. Analyse, démonstration, pronostic, il y aura un peu de tout dans cette carte. Et évidemment, je retrouve Antoine Simon, Taylor Lapillus. Les gars, ça va ? Très bien, on est content d'être là, c'est génial, donc voilà. T'as l'air plus emballé qu'Antoine. Ah non, voilà. Je suis emballé, d'autant plus qu'on va faire un combat qu'on a déjà fait par le passé. Donc, alors, elle est comme sur des roulettes. Moi, je suis content de revoir Taylor aussi, parce que dans La Carte, on l'a pas revu depuis son combat contre Cody Stamann. Ça va, tu ressors sans trop de bobos? Ouais, ça va, c'est bien passé, je suis content, pas de boss, donc voilà, je peux enchaîner avec un prochain combat, là, ça y est, direct. Par contre, t'as pris une catégorie de poids, là, non? T'es plus chez les 61 depuis non, le combat? c'est la caméra qui me grossit. C'est la caméra, d'accord, c'est la faute de l'équipe technique. C'est un effet d'optique, faut virer le cadreur. Ça va être de leur faute. Bon, Taylor, en tout cas, si t'as eu ce bon résultat, c'est aussi parce que tu t'entraînes dans une écurie de fou, c'est l'US Metro. D'ailleurs, aujourd'hui, pour les démonstrations que tu feras tout à l'heure, t'es venu avec un pote à toi avec qui tu t'entraînes à l'US Metro. C'est ça, exactement, on s'entraîne ensemble depuis longtemps et je suis venu avec Nassim Belwachi, qui combat actuellement à l'Hexagone MMA et voilà, il va nous montrer quelques trucs lui aussi. Bon, on va voir ce que ça donne tout à l'heure pour les démonstrations, pour ce combat entre Pereira et Prochazka. Les gars, dans La Carte, vous le savez, il y a aussi donc les pronostics. Des pronostics, vous en faites. Parfois, vous avez tort, parfois, vous avez raison. On va voir ce que ça avait donné justement pour le combat entre Jared Cannonier et Nassourdine Imavov. Je pars une victoire de Nassour par décision. Je vois Nassour gagner ce combat-là à la décision. Voilà pour les résultats. Antoine, alors tu es encore devant, mais il y a Taylor qui grappille du chemin. Moi, j'ai l'impression qu'il a une bonne endurance. À mon avis, à la longueur, il va pouvoir te dépasser quand même, non ? Non, mais j'ai peur que sur cet événement-là qu'on va faire, voilà, on n'a pas les mêmes pronostics, donc il pourrait très bien passer devant à ce moment-là. Déjà envie d'arriver au moment des pronostics parce que j'ai hâte de savoir ce que vous avez donné tous les deux pour Pereira et Prochazka. Et d'ailleurs, les gars, vous serez tous les deux aux commentaires avec un dispositif spécial pour cette UFC 303. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche. Ce sera à partir d'1h du matin. Début des combats dès 2h du matin pour un fight principal avec cette revanche de dingue entre les deux terreurs de l'UFC, Pereira contre Prochazka. One of the most dangerous strikers on planet Earth. Jiri Prochazka. He is absolutely sensational and a force to deal with. T-City. Ryan Ortega. This man is so dangerous. Diego Lopez. This kid is the real deal. Ian Machado Gary. Michael Venom Page. This is an unbelievable card. Let's go. Et donc cette UFC 303, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, début des combats à partir de 2h du mat, avec une carte de fou qui nous attend. À la base, on devait avoir Michael Chandler contre Conor McGregor. Finalement, écoutez un petit peu le programme et regardez-le, parce que c'est vrai qu'il y a par exemple l'ancien challenger au titre, Brian Ortega, qui sera contre le très spectaculaire Diego Lopez. Il y aura aussi deux énormes phénomènes de l'UFC face à face, l'Irlandais Ian Gary contre Michael Venom Page. Et puis on aura aussi un Français, Yanis Guémouri, pour son deuxième fight UFC, qui sera contre la pépite US, attention, très dangereux, Peyton Talbot. Et enfin, ce combat entre les deux terreurs donc, de l'UFC, Prochazka contre Pereira. Antoine, leur premier combat, c'était il y a 7 mois. Victoire de Pereira. C'était déjà un combat que tout le monde avait envie de voir. Est-ce que la donne a changé 7 mois après ? Non, mais on a deux des combattants les plus spectaculaires de la catégorie. Donc peu importe quand ils s'affrontent, à chaque fois qu'ils vont se rencontrer dans la cage, ça va être spectaculaire. D'autant plus qu'on avait un petit goût d'inachevé sur le premier combat parce que le combat avait été arrêté un peu vite. On se dit, Prochazka aurait peut-être pu revenir. Donc là, c'est l'occasion pour lui de prouver qu'il avait vraiment les armes pour battre Pereira. C'est vrai que toi, Taylor, aux commentaires d'ailleurs, t'étais hyper frustré par l'arrêt de Marc Goddard, l'arbitre très connu pour de nombreuses décisions qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, toi, t'avais été frustré par ce qu'il avait fait. Bah, c'est vrai que de temps en temps, il prend quelques décisions un peu hasardeuses, Marc Goddard. Et là, sur ce combat-là, on n'avait pas compris. Vraiment, il y avait une petite incompréhension. D'ailleurs, tout le monde ne comprenait pas vraiment pourquoi il avait arrêté le combat, en tout cas à ce moment-là. Et là, on a l'occasion d'avoir notre partie 2 sur ce fight avec deux combattants très excitants. Ouais, très excitants aussi parce qu'ils sont dans une catégorie, celle des moins de 93 kilos, c'est celle qui est juste avant celle des poids lourds, la 7e sur les 8 catégories chez les hommes à l'UFC. Pereira, il détient donc la ceinture et Prochazka, c'est son challenger numéro 1 encore. Derrière, on a Ankalaev qui est en embuscade. On a les deux anciens champions, Hill et Bouartoulas.
Blachowicz qui sont aussi pas très loin. Antoine, les moins de 93 kilos à l'UFC, c'est une caté historique. On a notamment eu John Jones qui a été surdominant pendant de très nombreuses années. Est-ce que pour toi, Pereira et Prochaska, ils ont pas un petit peu relancé cette catégorie ? Mais clairement, on a un afflux de nouveaux combattants qui arrivaient en moins de 93, parce que lorsque John Jones est parti, c'était un peu la débandade. On ne savait pas vers qui se tourner. Le titre, d'ailleurs, a changé de main à plusieurs reprises. Et là, aujourd'hui, on a l'ancien champion Prochaska qui est de retour, qui avait cédé la ceinture pour cause de blessure. Alex Pereira qui est en train de confirmer que c'est bien le numéro 1 de la catégorie. Et derrière, il y a d'autres combattants qui sont en train d'émerger tout doucement. Donc je pense qu'on va assister à un renouveau des moins de 93 et peut-être dans les années à venir, qui sait, de nouveaux champions vont émerger encore. Voilà, on vous a parlé un petit peu de Pereira et de Prochaska. Je vais vous les présenter plus en profondeur, notamment avec Pereira. C'était l'OVNI qu'on n'avait pas vu venir. Aujourd'hui, c'est l'homme qui terrorise le plus les autres combattants MMA. En 8 fights à l'UFC, il y en a 4 qui étaient pour une ceinture. Et sur son parcours, il a battu Israël Adesanya pour le titre des moins de 84 kilos. Pereira perd ensuite la revanche et décide de monter en moins de 93 kilos. Dès son deuxième combat, il affronte Prochaska pour la ceinture de la KT. Encore un succès pour le Brésilien. Et lors de l'UFC 300, il détruit Jamal Hill. Sur ses 10 victoires, il y en a eu 8 par KO dans le pur style de pied-point. Avant ses exploits à l'UFC, Pereira avait été champion du Glory, la plus grosse organisation de kickboxing au monde. Une nouvelle victoire contre Prochaska pourrait le pousser à monter chez les lourds et pourquoi pas réaliser ce que personne n'a jamais fait dans l'histoire de l'UFC, remporter 3 ceintures dans 3 catégories de poids différentes. En face, Jiří Procházka, il a lui aussi commencé avec le pied-point via la boxe thaïlandaise. À seulement 19 ans, il débute le MMA. Et après 17 combats, dont 13 remportés dès la première reprise, il signe au Rizin, une énorme ligue japonaise. Là-bas, c'est pareil. En 11 victoires, il y en a 9 par KO dès le premier round. En 2020, à peine arrivé à l'UFC, on lui donne des anciens challengers qu'il balaye, devinez comment, à chaque fois, par KO. Prochaska sème la terreur et va même jusqu'à remporter le titre des moins de 93 kilos dès son 3e fight UFC. Victime d'une blessure qui ne guérit pas, on lui retire sa ceinture, un bien qu'il aura l'occasion de récupérer dans un premier combat finalement perdu contre Pereira. Pour son dernier fight face à Aleksandar Rakic, Prochaska signe la performance de la soirée. Résultat des courses, $50,000 supplémentaires pour lui et surtout un nouveau title shot contre Poatan. Oh, big elbows from Prochaska. That's it. Oh my goodness. He's trying to get up with Antoine, Pereira et Prochaska, c'est 2 personnages très particuliers. Ils sont à la fois attachants, on peut aussi les détester. Mais quoi qu'il arrive, ils ont un parcours de dingue en fait. Ils ont tous les deux un parcours de dingue. Et il y a des similitudes malgré tout entre eux. C'est qu'ils terminent tous leurs combats par KO. C'est ça qui est incroyable. Aussi bien Pereira, quand il était dans le monde du kickboxing et dans le monde du MMA, et Prochaska qui a une carrière longue comme le bras, qui lui aussi, peu importe les organisations, termine ses combats assez rapidement dès le premier round. Donc on a 2 combattants très spectaculaires avec le knockout power dans les poings et dans les jambes, et qui ont des styles en plus qu'on ne voit nulle part ailleurs. Les styles, Taylor, justement, il y avait eu un premier combat qui s'était terminé avec un KO très rapide. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose ? À quel style de combat on peut s'attendre ? Écoute, on peut avoir exactement la même chose que sur le premier combat et je pense même que ça va y ressembler, c'est-à-dire que les combattants ne vont pas vraiment changer leur style, c'est leur marque de fabrique, c'est ce qui a fait leur succès jusque-là. Donc je pense qu'on va avoir des déplacements un petit peu particuliers de la part de Prochaska. Et puis du côté de Pereira, ça va être très standard et très classique, comme il l'a fait d'ailleurs toute sa carrière, le dos droit, un striking dur et rugueux. C'est vrai que quand tu parles de Pereira, tu dis que ne serait-ce que par sa présence, il en impose. Tu penses que ça va encore être le cas face à Prochaska là ? Quand un gars te met KO, tu t'en souviens quand même. Donc je pense que malgré tout, on te met pas KO. Tu sais pas ce que c'est, mais ouais, mais je parle avec des combattants. On m'a dit. Donc je pense que il va être quand même très vigilant, mais malgré tout, ça va ressembler à mon avis au premier combat. Pas dans le résultat, attention, c'est pas ce que je dis. Allez, ça y est, c'est parti pour les démonstrations. Nassim Belwachi, comment ça va ? Ça va et toi ? Combattant Hexagone MMA, partenaire de Taylor à l'US Metro. Taylor, il nous dit tout le temps, je prends jamais de KO, même à l'entraînement, etc. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Il gère bien sa distance, c'est dur de le toucher, donc... Bon, Nassim, là, tu vas faire Pereira aujourd'hui. Ouais. Taylor, lui, il va faire les démonstrations dans la peau de Prochaska. On va peut-être le coucher aujourd'hui, c'est peut-être ton moment. C'est le On moment, va voir ce que ça donne. En tout cas, la première clé d'Antoine, d'ailleurs, elle va peut-être aller dans ton sens. Ouais. La première clé, pour toi, Antoine, celle qui pourrait permettre à Pereira de l'emporter, c'est simple, comme on l'a dit juste avant,
c'est de reproduire ce qu'il a fait sur le premier combat. Donc dès le début du fight, il avait été très bon sur les low kicks, il avait déstabilisé Prochaska avec ça, et derrière, c'est son crochet du gauche qui a fait la différence comme souvent. Montrez-nous les gars ce que ça peut donner. Voilà, donc en général, quand un combattant a connu du succès avec une stratégie, il va réappliquer la même stratégie pour le combat suivant. Et on se souvient, je ne sais pas si tu te souviens Taylor, sur le premier combat, le premier low kick que Pereira a envoyé sur Prochaska, voilà. Prochaska, il a réagi comme ça. Il a fait un tour complet sur lui-même. Donc ça peut être une solution pour stopper le striking de Prochaska. À chaque fois que Prochaska veut envoyer une offensive, un low kick sur la jambe avant, voilà, ça le déstabilise et il ne peut plus envoyer ses points. Et alors, comment, s'il veut justement ne plus être perturbé par ces low kicks, comment il devrait potentiellement juste les défendre, ces low kicks de Pereira? Ça va être dur parce que, en fait, la posture de Prochaska est compliquée. C'est-à-dire qu'il a les jambes très écartées, il fait des déplacements de ce genre-là, ou alors de ce côté-là. Et du coup, plus les jambes vont être écartées, plus ça va être difficile de défendre. C'est pour ça que quand on vient travailler sur sa jambe avant, il a tendance à être balayé. Ce qu'il faudrait, c'est regrouper légèrement les appuis pour pouvoir retirer la jambe, bloquer les coups et contrer derrière. Et lui, malheureusement, il est là, donc ça lui permet de créer des angles de frappe très intéressants. Il peut travailler par là, mais par contre, effectivement, il s'expose sur les low kicks. Maintenant, rappelons-le, il est dangereux aussi sur ce genre de choses. Donc ça, mis KO, ça, il pourra le faire. sur ce genre d'action. Donc, il va falloir aussi se méfier du côté de Pereira, qu'il ne soit pas mis KO sur le combat revanche, comme ça a été le cas avec Pereira, avec Adesanya. D'ailleurs, Antoine, sur son dernier combat à Prochaska contre Rakic, dans les 2 premières minutes, il en a encaissé plus de 10 des low kicks. Donc, il n'a pas amélioré ça non plus. Non, mais encore une fois, on ne peut pas lui faire changer de style. En fait, son style, c'est comme ça que ça marche. Les jambes très écartées, des déplacements latéraux. Et voilà, ça restera toujours sa faiblesse. Maintenant, lui peut surprendre de l'autre côté, comme il l'a dit, avec des coups un peu inattendus. Alors, on a parlé des coups de coude, mais il y a également des coups de pied, il y a différentes choses. Ça, on le verra juste après. Du côté de Pereira, du coup, quand il a réussi, comme vous l'avez montré avec les low kicks, à déstabiliser, à déséquilibrer Prochaska, derrière, comment est-ce qu'il amène, comment est-ce qu'il se rapproche pour distribuer son crochet du gauche? Voilà, parce que la grande force de Pereira, on le sait, c'est son crochet du gauche. Alors généralement, il utilise beaucoup son jab avant de lancer le crochet du gauche. Donc il y a le jab qui vient, il se décale un peu sur le côté. Et derrière, il envoie ce fameux crochet du gauche qui peut éteindre à n'importe quel moment. C'est ça la force vraiment de Alex Pereira sur ses combats. Donc son jab, c'est son bras avant, justement. Son bras avant, et il arrive à avoir des très bons déplacements latéraux pour contourner un petit peu la garde de son adversaire et passer à côté. En fait, il a des très longs segments. Donc ça lui permet de maintenir l'adversaire à distance. Et surtout, dès que Prochaska va essayer d'avancer, il peut avoir aussi ce jab qui vient le stopper dans son avancée. Ça, il le fait très très bien. Et derrière, voilà, le jab et derrière le crochet quand il se désaxe pour venir le cueillir au menton. Il peut venir travailler vraiment sur les jambes pour déséquilibrer et derrière placer son crochet. C'est-à-dire par exemple là et venir ensuite avec le crochet du bras avant. C'est un combo très célèbre en pied-point. Alors, toi, tu dis que le jab de Pereira, il se balade un petit peu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le jab de Pereira, en fait, c'est un jab. Voilà, qu'il arrive à travailler, c'est-à-dire qu'il a cette posture-là, le dos bien droit, et il arrive à travailler de ce côté-là et au niveau du corps également. Donc vraiment, c'est un jab qui est très intéressant et qui est très dur. Donc un jab qui stoppe un peu les initiatives quand vous voulez avancer. La tête, le corps et bien sûr son fameux crochet avec une trajectoire très particulière, c'est-à-dire que là où la plupart des combattants vont mettre un crochet en ouvrant le bras de cette manière pour pouvoir frapper. Lui, Pereira, sa trajectoire, elle démarre un peu comme un uppercut, ce qui fait qu'on ne voit pas forcément le crochet arriver. Donc, on va avoir une garde un peu plus ouverte, par exemple, de ce côté-là, et il va remonter par là pour pouvoir tourner à la fin. Et c'est, je pense, la problématique de ce crochet et pourquoi tout le monde le prend. Taylor, on passe à tacler à toi. Alors, on l'a évoqué parce que ça fait partie de la stratégie de Prochaska. C'est un combattant, on ne sait pas d'où ça peut venir avec lui. Il est hyper inventif, ça peut sortir de partout. Toi, tu mises un petit peu sur ce côté instinctif et ce côté incertain dans le game de Prochaska. C'est exactement ça. Alors, ça vient de tous les côtés. Je pense que parfois, lui-même, c'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'il va envoyer un coup pour tester un petit peu les réactions et puis d'un coup, il va se dire « Ah, il y a une ouverture par là » et il va partir sur un crochet. Il est très bon sur les coups retournés, on le sait très bien, donc que ce soit coup de pied retourné ou alors coup de coude retourné ou même coup de poing retourné, sur ce genre d'action où il peut revenir ici, ça va falloir s'en méfier. Ensuite, il peut aussi également envoyer des low kicks. Il peut être dangereux également sur sa puissance, sur ses frappes. Donc, il va falloir également s'en méfier sur ce genre de choses. Ou alors, un overhand qui part par là et un autre par là. Et il y a également sa lutte qui peut être un problème. C'est-à-dire qu'il peut facilement arriver sur un overhand de ce côté et une amenée au sol de ce côté-là. Et on le sait, malgré tout, je pense que l'avantage au sol reste pour
pour Prochaska plutôt que clairement. Pereira. Donc Pereira qui va essayer de recomposer. On peut avoir très bien un schéma de ce côté-là et un étranglement arrière, une guillotine. Et ça, tout ça, Antoine, ça fait partie de la palette technique de Prochaska. Quoi qu'il arrive, techniquement, il sera capable de s'adapter contre Pereira, sachant que dans le premier combat, il passe plus de 3 minutes sur Pereira alors qu'ils sont au sol et finalement, il n'arrive pas à le soumettre et ni à le finir en ground and pound, donc avec des coups au sol. Oui, mais malgré tout, encore une fois, Prochaska qui a plus d'expérience que Pereira en MMA pur. Et sur cette phase de combat, c'est quand même une phase de combat où il était dominant. Donc, je pense que dans sa tête, voilà, ça fait le titre. Il dit, voilà, il y a différents schémas qui s'offrent à moi. Et l'un des schémas, c'est effectivement mettre Pereira sur le dos, sachant que Pereira, il est excellent debout, mais dans les autres domaines, il est beaucoup moins bon. Donc s'il arrive à le mettre au dos au sol, voilà, il y a eu peut-être quelques failles dans le premier combat qui ne lui ont pas permis d'aller au bout et de finaliser son adversaire. Mais dans le deuxième combat, il va ajuster tout ça. Et encore une fois, moi je pense que Taylor a raison là-dessus. Il va utiliser son striking particulier pour venir au contact et essayer d'amener le combat au sol dès qu'il le pourra, parce que c'est toujours risqué de rester debout face à quelqu'un comme Pereira. C'est le moment des pronostics et vous le savez, ça se passe sur BetClick pour parier. Le premier qui va y passer, c'est Taylor Lapillus. Pronostic sur ce combat pour la ceinture des moins de 93 kilos entre Pereira et Prochaska. Écoute, Pereira est très dangereux. Malgré tout, je pense que Prochaska va le faire et qu'il va s'imposer avant la limite sur ce combat-là. Pourquoi? Est-ce que tu penses, ça y est, la stratégie de Poatan, elle est connue, trop prévisible pour Prochaska, c'est ça? Je pense que ça y est, son style, il est connu. On a cerné un petit peu comment il fonctionnait. Et historiquement, à partir du moment où on arrive à comprendre comment un combattant fonctionne, on arrive également à le déjouer. Donc je pense que là, Prochaska, c'est son moment, il va le faire. Ok, Prochaska, avant la limite, il a 5 rounds pour le faire. Et forcément, ton pari, il rentre dans ces 5 rounds. Antoine? Alors c'est très probable que Prochaska s'impose avant la limite. Et effectivement, le style de Poatan est connu maintenant de tous. Malgré tout, selon moi, le style de Poatan était déjà connu quand il est arrivé, parce qu'il n'a pas changé de style depuis, et pourtant personne n'arrive à trouver la faille. Prochaska n'était pas passé loin sur le premier combat, mais tant que j'ai pas vu Poatan ne pas mettre KO quelqu'un, je vais continuer à miser là-dessus. Poatan, donc par KO, TKO, pareil, il a 5 rounds pour le faire à n'importe quel moment. Voilà. Bon, moi, je vais aller légèrement juste dans le sens en vous proposant une super cote, sens d'Antoine, parce que si Pereira, il met un KO ou un TKO dans la dernière reprise du combat, là, on arrive à presque 20 pour la cote. C'est assez énorme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut se jouer? Il l'avait fait contre Adesanya à l'époque, KO 5e reprise. Ça peut être jouable aussi, cette fois-ci contre Prochaska. Ouais, effectivement, sauf que Prochaska, c'est pas Adesanya. Il frappe beaucoup plus fort. Et lui, quand il se lance dans un combat, c'est la guerre constamment. Donc je peux comprendre que la cote soit aussi élevée, parce que la probabilité pour que ça dépasse ne serait-ce que le deuxième round est déjà énorme. Et ce qui est aussi intéressant sur BetClick, c'est de pouvoir proposer des combinés. Et d'ailleurs, on va vous proposer de vous décrire les fighters de certains autres combats de cette carte de l'UFC 303. D'abord, il y a un co-main event qui s'est aussi ajouté, Antoine, à quelques jours de l'événement. C'est l'expérimenté Brian Ortega. Déjà 2 chances pour la ceinture des moins de 66 face à un Brésilien hyper explosif, habitué des victoires au premier round, Diego Lopes. Ouais, Diego Lopes, c'est le jeune combattant qui monte, qui est arrivé avec perte et fracas avec l'UFC. Toutes ses performances sont exceptionnelles et il a vraiment le bagage pour aller au sommet. Alors justement, face à un Ortega qui va être peut-être un peu moins mobile, Lopes hyper fougueux, ça peut être gênant pour l'ancien challenger? Ouais, ça peut être gênant, surtout qu'il a un très gros sol. On l'avait vu contre Movsar Evloev. Et puis, il a ça. Il tape fort, il met des KO. Donc, ça peut être un vrai problème pour Ortega. Et puis, il y a un autre combat qui sera plutôt dans la carte. Alors là, c'est 2 énormes stars. Déjà, c'est Michael Venom Page contre Ian Gary. L'Irlandais Ian Gary contre le Britannique Michael Venom Page. Antoine, c'était l'énorme star du Bellator. Il est arrivé, Page, pour son combat contre Kevin Holland. C'était son premier fight à l'UFC. Qu'est-ce que tu en avais pensé? Écoute, moi, j'étais relativement impressionné. Généralement, les combattants qui viennent comme ça, auréolés de succès dans une autre ligue, l'UFC, c'est les accueillir. Et là, on lui a mis un combat un peu piège contre Kevin Holland. Il a très bien géré. J'ai trouvé très détendu pour son entrée. Alors, il n'a pas pu démontrer tout ce qu'il sait faire dans la cage contre Holland parce que les 2 hommes ont été un peu fuyants parfois. Mais je pense qu'il va prendre de l'assurance. Et sur ce combat, il peut faire la différence contre Ian Gary. Ouais, et Ian Gary, toi, c'est vrai que il se murmure, c'est le prochain Conor McGregor, tout ça. Je crois que tu n'es pas trop d'accord avec ça. Non, il n'a pas l'aura et les performances sportives de Conor, très clairement. Après, peut-être qu'il va le confirmer dans le futur, mais pour le moment, on n'y est pas. Il y a un combiné donc, que je vous propose avec les 3 combats dont on a parlé. Alors, si on fait, ça va aller dans le sens d'Antoine, parce que d'abord, je vous mets Pereira contre Prochaska, qui l'emporte, Pereira, Poatan vainqueur. Si on met Diego Lopes, qui l'emporte contre Ortega, et si on met Michael Venom Page
contre Yann Gary, et ben on monte à une cote combinée à un petit peu plus de 5. Ça se joue largement, je pense. Oui, et puis en fait, ça peut vraiment arriver. Les 3 issues là sont des issues très possibles. Bon, des combats qu'on a hâte de retrouver, ce sera sur l'antenne d'RMC Sport 2 dans la nuit de samedi à dimanche, vous le savez, avec tous ces combats, notamment celui du Français Yanis Guémouri qui sera en carte préliminaire à partir de 2h du matin. Et puis ce duel de dingue entre le violent Jiří Procházka et le terrifiant Alex Pereira, en jeu la ceinture des moins de 93 kilos, détenue par Powhatan Alex Pereira. Antoine, Taylor, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette carte épisode 5. Merci à toutes celles et ceux qui s'occupent de cette émission avec nous. Et si vous voulez parier, vous le savez, ça se passe sur BetClick. She wanna take it all on me. Get buzz like coffee.